Alors bonjour, ici Guillaume Simard pour une revue de code. Donc l'objectif de ce tutoriel-là sera de vous faire un petit rappel sur le protocole HTTP. Au niveau des requêtes HTTP, comment ça fonctionne une requête qui arrive au quadriciel Laravel, donc au service web. Et bien évidemment, on va aller directement dans le code qui vous a été fourni pour pouvoir identifier les éléments importants et pouvoir donner des explications supplémentaires par rapport à ce code-là. Donc le protocole HTTP au niveau du rappel, un petit rappel concernant les codes de statut. Dans les 200, c'est un code de succès. Dans les 300, c'est une redirection. Dans les 400, c'est une erreur au niveau du client. Et dans les 500, c'est une erreur au niveau du serveur. Donc on en a déjà discuté. C'était juste un petit rappel rapide. Au niveau des méthodes et des verbes HTTP, si on se souvient bien, c'est logique, vous avez déjà vu le get et le post. Le get permet d'obtenir une ressource existante, le post permet de créer une nouvelle ressource, le delete de supprimer une ressource, le put de remplacer une ressource, le patch de modifier partiellement une ressource et le head d'obtenir seulement les entêtes ou headers. Et il y a d'autres méthodes disponibles. Je vous propose de faire une petite recherche sur le web pour en savoir plus. Mais pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le get, le post, le delete et le put. Au niveau des services web, un petit rappel, si on se souvient bien, on veut développer un service web, un RESTful API. Il y a le client ou les clients qui veulent obtenir de l'information du serveur, pouvoir créer des ressources au niveau du serveur. Donc, le client va tout simplement envoyer une requête au serveur, parfois avec un get, parfois avec un post, en spécifiant la bonne route. Le serveur va faire le traitement nécessaire, charger les fichiers sur le disque dur, lancer l'interpréteur PHP qui va éventuellement se connecter à la base de données pour sauvegarder des informations et retourner une confirmation au client. Donc, une confirmation avec des codes de statut comme le 200, 201. Et ben, dans le cas d'un post, c'est qu'on veut créer une nouvelle ressource. On peut voir la route /produit. Donc, on veut créer un nouveau produit. Il faudra envoyer du JSON dans le corps du message de notre requête HTTP. Le serveur le traitera et nous retournera un JSON qui contiendra sûrement, entre autres, l'identifiant de la nouvelle ressource créée. Ici, cette fois-ci, c'est un exemple avec le put et le delete. Si on veut modifier une ressource grâce au put, il va falloir spécifier en paramètre l'identifiant de cette ressource-là. Et le delete, encore une fois, on va devoir spécifier l'identifiant de la ressource à supprimer. Donc, on peut voir le /1 pour le put et le /2 pour le put. Et dépendamment des conventions, on peut voir que des codes de statut pourront être retournés, des codes de statut différents. Dans le cas du delete, on peut voir le 200, le 202, le 204. Donc, je vous propose de faire une petite recherche afin de savoir que signifient ces codes 202 et 204 là. Si on fait un post et qu'il y a une erreur de validation du côté des serveurs, le courriel est invalide, le courriel existe déjà lorsqu'on veut s'enregistrer. La chaîne est trop longue, donc ces erreurs de validation-là seront générées par le serveur. Le client pourra donc recevoir un code 422 pour dire que c'est impossible de traiter la demande en cause qu'il y a des erreurs de validation. Le serveur retournera donc un JSON avec des messages d'erreur pertinents. Maintenant, voici le parcours d'une requête HTTP. Le client à gauche envoie dans ce cas-ci une requête POST pour créer un nouvel utilisateur. Le serveur va donc recevoir cette requête-là et éventuellement, c'est Laravel qui va se retrouver à gérer cette requête-là sur le serveur web. Il va le recevoir accompagné d'une requête. Donc, la requête va contenir des informations, l'adresse IP du client, la route demandée, la date où la requête a été lancée et des informations comme le JSON, des paramètres d'URL. Par la suite, le routing va s'occuper de rediriger cette requête-là vers le bon contrôleur et la bonne action. Mais juste avant, il y a une couche middleware.
Le middleware, c'est des règles qu'on peut ajouter avant de rediriger vers le contrôleur et l'action. Dans ce cas-ci, le middleware pourrait, entre autres, vérifier que le client a bel et bien les droits pour créer un utilisateur et est authentifié. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on pourrait retourner un 401 pour dire que l'utilisateur n'a pas été authentifié ou 403 pour dire que c'est interdit pour cet utilisateur-là de faire cette action-là. Encore une fois, il y a du JSON qui va être retourné contenant un message d'erreur pertinent. Si tout se passe bien au niveau du middleware, il peut y en avoir plusieurs, chaînés, mais si tout se passe bien, c'est le form request qui va valider les données envoyées par le client. Les données JSON qui contiennent peut-être un courriel, un nom d'utilisateur, une date de naissance, des informations pertinentes pour créer un nouvel utilisateur. Le form request s'assure que ce courriel-là va être valide, que les chaînes envoyées ne sont pas trop longues, peut-être que du JavaScript et des balises HTML ne doivent pas être entreposées dans la base de données, donc des validations. Ensuite, finalement, ça se retrouve au niveau du contrôleur et de l'action. Parfois, ça tourne mal. Peut-être qu'un code 500, donc erreur au niveau du serveur, va être retourné au client, encore une fois, avec un message pertinent. Si on se souvient bien, l'action va recevoir la requête, va faire un traitement, va sûrement avoir à gérer des modèles, donc peut-être une connexion à la base de données va être réalisée, le modèle ou plusieurs modèles vont être récupérés, puis dans ce cas-ci, finalement, on veut entreposer les données du nouvel utilisateur dans la BD et retourner une réponse au client. Dans ce cas-ci, la couche ressources ou DTO nous permet de transformer le modèle du côté serveur vers une réponse structurée vers le client. Un exemple, on imagine que le modèle d'un utilisateur pourrait peut-être avoir un mot de passe, mais on ne veut pas retourner ce mot de passe-là au client. C'est donc au niveau de la ressource qu'on va pouvoir identifier les champs qu'on veut retourner au client et ceux qu'on veut garder du côté du serveur. Donc DTO pour Data Transfer Object, qui est un patron de conception. Et si tout se passe bien, un 201 va être retourné pour dire que la ressource a été créée et des informations de JSON vont être retournées, incluant souvent l'identifiant de la nouvelle ressource créée. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ça vaut la peine de prendre une pause une fois de temps en temps, de se reconnecter à son corps, de voir est-ce qu'on a une bonne position, est-ce qu'on est quand même détendu. Donc, je vous propose tout simplement de contempler la beauté de la nature et de prendre une bonne respiration. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ça nous permet de nous reconnecter et de prendre du temps pour nous. Et bien évidemment, vous avez vu, ça m'a ralenti et détendu. La prochaine étape, la revue de code. Ce qu'on veut ouvrir dans la revue de code, entre autres, le .env, contient nos variables d'environnement. Les routes, le fichier route, qui contient toutes les routes de notre application. On va ouvrir la classe d'un contrôleur, explorer les actions, voir les modèles, survoler le fichier et le dossier des tests, regarder un middleware et vérifier et trouver l'endroit où se trouvent les logs de notre application. C'est intéressant aussi de découvrir le dossier config. Par exemple, le fichier app.php contient les configurations de l'application et la déclaration des providers. Les providers, c'est des classes et des objets qui vont être mis à la disposition du développeur. On pourra en voir la liste tout à l'heure. Au niveau des services, encore une fois, il y a des services qui peuvent être utilisés pour le développeur et cette déclaration-là et configuration se trouve dans config/service. Au niveau de la base de données, on a une application dynamique connectée à une BD.
on pourra retrouver un dossier migration. Ça nous permet de créer et mettre à jour les tables de la BD. Donc la structure des tables de la BD va évoluer au fur et à mesure qu'on construit l'application. Le dossier migration contient toutes les modifications incrémentales de la structure. Les seeds, c'est l'injection des données de test, ainsi que le factory, ça permet de générer des données pour le test. Donc, on ne veut pas avoir une base de données vide, mais une base de données remplie avec quelques données de test. Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir sur Atom Race pour découvrir plus de tutoriels et on est aussi accessible sur la plateforme YouTube et Twitter. Donc, la prochaine vidéo sera dédiée à explorer le code et en apprendre plus. Donc, je vous invite à suivre cette prochaine vidéo-là. Merci et à bientôt.